Vous avez raison de suivre Télé Shabbat. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bonne arrivée dans Décrypta. Ce soir, nous allons recevoir une grande personnalité. Comme vous le savez, dans ce programme, on reçoit pour vous, et rien que pour vous, des grandes personnalités pour décrypter l'actualité en République démocratique du Congo. Notre invité, c'est un ancien DG ou directeur général. Il est ancien gouverneur. Il est ancien vice-premier ministre de la République démocratique du Congo. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous Monsieur José Makila. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Magloire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. On va démarrer d'abord par une présentation. Dites-nous d'abord comment vous vous définissez. Vous avez été plusieurs fois gouverneur, DG, comme je l'ai dit tantôt. Vous avez été vice-premier ministre. Vous avez été sénateur dans notre pays. Et vous avez occupé, bien évidemment, plusieurs postes. Dites-nous d'abord, quel est le poste ou quelle est la fonction qui vous a plus marqué et quel bilan faites-vous quand vous-même vous essayez de faire ces bilans? Oui, merci Magloire de m'avoir invité, mais permettez-moi de présenter au peuple congolais mes condoléances à toutes les familles endeuillées. Hier, je pense que vous le saviez, exact. Les Congolais, pour manifester de leurs droits garantis par la Constitution, ont été tombés sous les balles de M. Tshilombo. Certains ont été même zigouillés, c'est le terme, par la milice de M. Kabouya, qui s'appelle les Forces de Progrès. J'aimerais, au nom de la République, présenter mes condoléances à toutes ces familles et dire à ces combattants de liberté que nous n'allons pas nous fatiguer et nous allons continuer la lutte. Très bien. Pour revenir à votre question, vous savez, j'ai exercé les fonctions de l'État. Et ces fonctions m'ont permis justement d'avoir l'expérience de l'État. Mais de toutes ces fonctions, probablement celle qui m'a beaucoup marqué, c'est celle de gouverneur. Pourquoi celle de gouverneur? Pourquoi? Parce que être un gouverneur, vous êtes confronté aux réalités quotidiennes de la population. Donc vous ne devez pas vous cacher derrière les théories ou le blablabla. Non. Vous devez résoudre le problème de la population. Que ce soit des problèmes en ce qui concerne les infrastructures, les hôpitaux, les routes, les écoles, l'emploi. Le premier concerné, c'est vous le gouverneur. Et vous devez être face à ces problèmes pour les résoudre. Et ça, c'est une expérience inédite. Donc, moi, je considère que c'était une fonction, d'abord, un honneur, une prestige, mais c'est une fonction la plus difficile. Parce que là, vous êtes en face de vos responsabilités. Très bien. Sinon, qui dirait encore, c'est si la politique n'a de sens que si vous vous occupez de votre population. Mais sinon, le reste, c'est le très très quotidien, c'est un peu l'État dans sa généralité. Vous avez des conseillers, vous avez des chargés d'études, mais être gouverneur, donc vous devez impérativement toucher les réalités du doigt et résoudre le problème, et les gens vous attendent là-dessus. Et qu'est-ce que vous avez résolu comme problème du Congolais? Quel est votre bilan? Comme gouverneur, mais ça, il ne faut pas me poser la question. Là, il faut descendre sur place à l'Équateur, à Mbandaka, pour poser la question aux gens qui m'ont vu à l'œuvre. Ils vous diront qu'est-ce que Makila a fait. Mais d'abord, en gros, la sécurité. J'ai remis de l'ordre à l'Équateur. L'insécurité, j'ai tout fait pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la sécurité. Et ça, les gens ne peuvent pas le nier. En ce qui concerne la propriété de la ville et ainsi que de la province, je m'étais mis pour pouvoir mettre ma population à l'aise. J'ai créé de l'emploi au niveau de province et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. C'est quelques exemples que je peux te donner. Mais ce qui est important, c'est de descendre sur le lieu pour poser la question à ces populations concernées. M. Makila était passé par ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Que ce soit à Mbandaka, comme ville, comme capitale de la grande province de l'Équateur, ou à Guémena, là où j'ai exercé aussi des fonctions comme gouverneur de province
et on vous dira qu'est-ce que je fais exactement. Mais ce que je peux vous dire d'emblée, c'est quand on vous donne une province pareille, et une première d'ailleurs, où on devait constituer un gouvernement, je pense que j'ai été le premier gouverneur à mettre sur pied mon gouvernement. Parce que parmi les 11 gouverneurs élus, j'étais celui qui sortait d'un gouvernement, de 1+4. Donc je savais à peu près comment fonctionnait le gouvernement. Et j'ai dû mettre sur pied le gouvernement avec un secrétariat exécutif et les collègues ont suivi. C'est comme André Kimbuta également. Il nous a donné l'expérience de DGRK. C'est à travers la ville de Kinshasa que nous avons mis les taxes provinciales sur pied. Donc voilà, chaque gouverneur a su contribuer à sa manière. Et votre bilan en tant que vice-premier ministre, vous étiez au transport. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils vous voient, ils disent quel est votre bilan. Certains pensent que vous n'avez pas créé des aéroports. Aujourd'hui, avec le gouvernement actuel, on voit des aéroports à Kolwezi, on voit des aéroports un peu partout. Que dites-vous à ces gens qui disent que vous n'avez rien fait en tant que vice-premier ministre des Transports? Ben écoutez, qu'est-ce que je peux dire de mieux? Parlons de Kolwezi par exemple. Oui. Maman Masuka le sait très bien que le projet a commencé avec qui? Le projet, c'est le gouverneur Mouyej qui est venu me voir comme ministre des Transports. Ah bon? Oui, c'est le gouverneur Mouyej qui est venu me voir comme vice-premier ministre, ministre des Transports. Et il m'a mis le projet sur la table. Et c'était à moi de demander à la RVA de descendre sur le lieu pour pouvoir commencer à examiner si c'est faisable ou pas. Mais pour qu'un projet réussisse, il faut connaître la source de financement. Le gouverneur Mouyej nous a indiqué la source de financement. Nous avons vérifié, effectivement, les miniers étaient prêts pour financer cet aéroport. L'État n'a rien donné pour cet aéroport. Mais Masuka dit que c'est elle qui a financé, c'est le gouvernement provincial qui a financé. Elle peut dire ça, mais elle doit savoir qu'il y a un principe sacro-saint. Les affaires de l'État, c'est la continuité. Très bien. Et elle a continué avec son prédécesseur, Mouyej, avait laissé, sous l'impulsion de José Makila comme ministre des Transports. Ça, on ne revient pas dessus. Je lui jette les fleurs parce qu'elle a continué avec le projet jusqu'à la fin. Mais le projet est commencé par M. Mouyej. Prenons l'aéroport de Kalemi. Mais je suis allé rester 2 semaines à Kalemi pour lancer des travaux de nuit, afin de baliser, terminer, finir complètement les pistes. J'ai fait ça. Prenons l'aéroport de Goma. J'ai travaillé là-dessus avec la BAD, pour enlever tout ce qui était sur la piste comme lave. J'ai fait ça. Prenons l'aéroport de Beni, qui a été prolongé par la MONUSCO. J'ai été sur le terrain. Kisangani. Un moment, j'arrive. J'ai été sur le terrain avec le gouverneur Paluku. Et il le sait, quand ils m'ont abandonné sur la piste avec le DG de la RVA, de peur que les rebelles viennent nous récupérer. Il le sait. Ah bon? Paluku, comme gouverneur, m'a abandonné sur la piste. Ils sont venus monter dans l'avion bien avant moi. Parce que moi, je tenais à voir le bout de piste pour savoir qu'est-ce qui se faisait sur les champs. Donc, j'ai beaucoup fait dans ce secteur-là. Prenons Kisangani, le balisage aérien. C'est vous. C'est sous l'impulsion de M. Makila. Donc, nous ne sommes pas là pour dire que nous avons fait ceci, nous avons fait ça. Non, on a travaillé pour l'État, c'est l'essentiel. Très bien. Maintenant, je sais qu'il y a une question qui vous reste. L'aérogare de Ndjili. Allez-y. Effectivement, je suis arrivé comme ministre. J'ai trouvé le dossier sur la table. Oui. Dit sur la table, c'est une galanterie. Mais j'ai trouvé le dossier dans le placard. J'ai sorti ce dossier. Je l'ai amené devant le Conseil des ministres. On m'a renvoyé avec ce dossier pour que je puisse retravailler. Je fais travailler mon cabinet pendant des jours et des nuits pour revenir avec des images et un projet concret au Conseil des ministres. Par 3 fois, je suis revenu avec ce projet-là. Un projet de 354 millions de dollars, où les Chinois devaient financer 300 millions et le gouvernement congolais 54 millions. Un contrat conclu par les Chinois
avec la RVA. Parce qu'il ne faut pas oublier, ce n'est pas le ministère qui signe le contrat. C'est la RVA, propriétaire de pistes, qui signe le contrat. Et la RVA était sur le point d'avoir l'argent auprès d'Exim Bank. Mais vous savez, le financement chinois, c'est que les gens doivent savoir. C'est qu'ils ne donnent pas du cash, ils vous fournissent du matériel. Et ce sont des entreprises chinoises qui font ces travaux. Et c'était à ce niveau-là où le gouvernement devait verser 54 millions. J'ai dû me battre à nouveau au niveau du Conseil des ministres pour octroyer 20 millions afin qu'on débute les travaux. Quand on a lancé les travaux, c'est parce que le gouvernement avait déjà débloqué 20 millions à l'entreprise chinoise pour commencer les travaux. C'est pourquoi on était parti poser la première pierre. Aujourd'hui, je suis insulté par ceux-là qui ne veulent rien comprendre. Que Makila a fait son travail quand son mandat a pris fin et j'ai laissé les Chinois continuer. Mais après moi, il y a eu quoi? Il y a eu un audit dirigenté par qui? Par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, vivant. Par Feu Okende, paix à son âme. Par Jules Alinguette, vivant. Mais ils sont allés voir les Chinois en train de travailler. Ils ont trouvé que les Chinois ont travaillé au-delà de l'argent que l'État avait donné comme avance. Ils sont arrivés même à 30 millions au lieu de 20 millions. Alors, il a plu au nouveau chef, qu'on appelle aujourd'hui le roi Soleil, de rompre ces contrats d'une manière unilatérale, de ravir le marché entre les mains des Chinois pour confier à des Turcs et de faire grossir le montant du marché qui était à 354 millions à 1 milliard 200 et quelques millions. Oui. Vous voyez comment les gens volent l'argent de l'État. Mais il y a des conséquences. Vous voulez rompre un contrat d'une manière unilatérale, et un contrat signé en bonne et due forme. Mais les conséquences, c'est que la République va payer des dommages et intérêts à l'entreprise. Et des montants colossaux. Donc, que les gens, que les talibans qui ne connaissent rien arrêtent de citer Makila dans ces projets-là. Makila n'a jamais rien pris quoi que ce soit. Et d'ailleurs, s'ils sont conscients, s'ils savent que moi j'ai pris quelque chose dans ces projets-là, mais Matata a été condamné, il n'était pas au pays. Kabila a été condamné à mort, il n'était pas au pays. Ils n'ont qu'à aller se plaindre chez le procureur Condé que Makila a pris l'argent de l'aéroport. Ils vont me condamner, ils n'ont pas besoin de ma présence pour me condamner. Qu'ils arrêtent avec ces histoires. Ils n'ont qu'à demander à leur chef qu'ils adorent la rétrocommission. Ça, c'est pas l'histoire de Makila. Je pense qu'ils ont compris. Vous maîtrisez très bien les arcanes du pouvoir. Quel bilan dressez-vous de la gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par rapport à celle de Joseph Kabila Kabange? Vous êtes un homme d'État. Les Congolais vous suivent. Quel est le bilan de Félix Tshisekedi, d'après vous? Ma gloire, je peux te dire, vous voulez qu'on se tutoie? Allez-y. Ok. Je peux vous dire, ma gloire, je serai le plus honnête possible. Allez-y. M. Kabila a fait son temps. Le contexte est différent par rapport au contexte auquel M. Félix Tshisekedi a pris le pouvoir. Okay. Quand Kabila a pris le pouvoir, d'abord, le pays n'avait pas un budget. Le pays était surendetté. La République était divisée en 3 ou 4 parties. Il y avait une partie qui était contrôlée par le RCD, une partie contrôlée par le MLC, une partie contrôlée par le gouvernement. Mais qu'est-ce que Kabila a fait? Kabila a accepté le dialogue. Ils sont allés au dialogue et il a cédé une partie de son pouvoir pour avoir 4 vice-présidents. C'est déjà quelque chose, quelqu'un qui aime le pays, ne peut faire ça. Ne pas voir son pouvoir à lui, mais voir l'intérêt supérieur de la nation. Il a fait ça. Nous sommes allés dans 1+4. Et ça, c'est Kabila. Kabila a fait en sorte que nous puissions avoir ça, ces documents que les gens veulent chiffonner aujourd'hui. La Constitution. La Constitution. On va y revenir. Il a fait ça. Kabila a réalisé de grands chantiers. Kabila a fait de sorte qu'il y ait la démocratie. Parce que moi qui vous parle, tout ce que je disais à l'époque de Kabila, contre Kabila,
je ne pense pas que je serais en vie aujourd'hui. J'étais un des opposants les plus durs vis-à-vis du régime Kabila. Je le dis bien et je le reconnais. Oui. Et pourquoi j'étais dur vis-à-vis de Kabila? C'est parce que moi, je me tenais à la Constitution. Et je voulais que le pays marche. Parce que qui dit pays, dit une nation, et qui dit une nation, dit l'ensemble des gens qui ont décidé de vivre ensemble. Et ils ont des règles. Et il faut respecter ces règles-là. Et Kabila était un homme de dialogue. Alors, Kabila, si vous voulez qu'on fasse un bilan, qu'on soit cohérent, il n'avait pas trouvé un budget. Il a laissé un budget de plus de 4 milliards. Il n'avait rien trouvé comme réserve bancaire. Il a laissé plus d'1,5 milliard à la banque, comme réserve de banque. Il a trouvé, les fonctionnaires étaient pratiquement clochardisés. Il a commencé à les payer. Il n'y a aucun retard. Parce qu'il faut que la nouvelle génération comprenne ce que Kabila a fait. Il a trouvé un État pratiquement, ce qu'on dit, un État failli. On ne dit pas un État en faillite parce que c'est l'entreprise qui est en faillite, mais on dit un État failli. Mais Kabila a redressé l'État. Kabila, ce qui est encore très important à comprendre, c'est qu'il a trouvé un pays submergé par les dettes et qui était incapable de payer ses dettes. Kabila s'est entendu avec les institutions de Bretton Woods. Il a payé ses dettes et il a laissé le pays, d'abord dans son périmètre de 2 345 000 km², et il a laissé le pays à une balance de zéro dette extérieure. Aujourd'hui, Tshisekedi, qui a le pays dans sa totale superficie de 2 345 000 km², un pays sans aucune dette, un pays qui bénéficie de la manne, je dis bien de la manne de produits miniers, parce que le code minier, c'est aussi une des raisons du départ de Kabila, et qui a laissé le pays dans l'état où nous connaissons nous tous. Qui peut vivre aujourd'hui aisément dans la ville de Kinshasa? Mais aujourd'hui, ils disent que tout va bien, le peuple est payé, les fonctionnaires ont vu leur salaire augmenter, les militaires également. Aujourd'hui, les gens du pouvoir disent qu'ils construisent quand même beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chantiers à Kinshasa, notamment l'Arena. Ma gloire. Monsieur José Makila. Je vous regarde dans les yeux. Oui. Qu'est-ce que vous me dites? Est-ce que vous racontez ce que les fanatiques racontent ou vous me dites la vérité? Parce qu'un journaliste, c'est aussi son travail. Non, mais moi, je vous dis ce que les gens d'en face de vous disent. Ne me dites pas ce que ces gens-là disent parce qu'on connaît leur mode de gestion. Quel est le bilan de Félix Tshisekedi comparativement le bilan de Tshisekedi, je vous ai donné le bilan de Kabila. Oui. Et Tshisekedi n'a rien fait jusque-là. J'ai été son opposant farouche de Kabila. Je le critiquais matin, midi, soir. Et je pense que c'est même grâce à nos critiques Kabila a bien travaillé. Mais ici, parce que Kabila écoutait les opposants, il n'y a aucun opposant qui a été insulté dans des réseaux sociaux où on a engagé des TikTokers pour les insulter. Aucun. Il n'y avait aucun opposant qui était menacé par le plus grand parti politique de Kabila qui s'appelle le PPRD. Il n'y avait pas de gens qui se promenaient dans la rue pour tabasser parce que vous avez parlé du mal de Kabila. Personne. Mais l'héritage, le bilan de Tshisekedi, c'est d'abord les forces de progrès. Faire une milice pour commencer à mater la population. C'est ça son bilan. Ça, c'est 1. 2, céder une partie de notre pays parce que les gens qui ont occupé le nord et le sud sont tranquilles dans leur coin. Lui, il se contente de Katanga, là où il exploite les minéraux et consorts, tranquille pour faire ses fêtes. Ça, c'est le bilan de Tshisekedi. Tshisekedi, c'est quoi? Tshisekedi, c'est OK, les fêtes. Allez, allons fêter des mariages, de ceci. Tshisekedi, c'est le RAM. Son bilan aussi, c'est le RAM. Tshisekedi, c'est ce que dit le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, que l'argent vienne pour le projet, distribuons d'abord, on verra après. Tshisekedi, c'est la procrastination,
Tshisekedi, c'est tout un livre de promesses non tenues. Tshisekedi, c'est... Comment on peut appeler ça? La machine à voter, donc le hold-up électoral. Tshisekedi, c'est l'emprisonnement des opposants politiques. Tshisekedi, c'est envoyer les badauds. Donc il n'a rien fait de bon. C'est tout ce que je dis, c'est le bilan. Vous m'avez demandé le bilan. Envoyer les badauds pour aller fracasser les opposants, c'est ça le bilan de Tshisekedi. Je ne vois pas autre. À moins que vous ayez quelque chose. Moi, je suis de la province du Sud-Bangui. Oui. Vous pouvez me dire, nous avons une seule route nationale, la nationale 6. Cette route a été réhabilitée par Joseph Kabila depuis qu'il est parti. Dites-moi comment les gens de chez moi dans le Sud-Bangui vivent par rapport à cette route. Et cette route a une importance capitale pour l'économie de notre province. Rien n'a été fait. Alors, rien. Il y a des véhicules qui font 2 semaines sur la route, une distance de 100 km. C'est ça le bilan de Tshisekedi. Qu'est-ce que vous allez me dire? Tshisekedi, c'est les pleurs que je reçois tous les jours sur mon téléphone, de chez moi à Guémena. C'est ça le bilan de Tshisekedi. Merci bien. On va continuer avec ce programme. Vous venez vous-même de le dire tout à l'heure, vous avez fait l'opposition, vous avez été au MLC, et puis vous avez été au pouvoir. En comparant l'opposition d'hier et l'opposition d'aujourd'hui, diriez-vous, comme Félix Tshisekedi, que l'opposition est devenue faible, et l'opposition a pété, ou bien Anzala? Comment faites-vous cette comparaison de l'opposition aujourd'hui quand vous regardez ce qui se passe au pays? Ma gloire, ça me fait rire. L'opposition n'est pas faible. L'opposition n'est pas l'opposition de Pétecdon comme il parle. Mais on ne vous sent pas. Mais non, l'opposition congolaise, hier comme aujourd'hui, a le même problème. Elle est fragmentée. Elle est fragmentée. Hier encore, on s'est ligué pour la loi électorale, pour les élections, pour tout ce que vous voulez. On se mettait ensemble pour un sujet et puis on combattait Kabila. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. On n'arrive pas à se mettre ensemble. Il faut que l'opposition arrive à se mettre ensemble et laisse les égos de côté. Tout le monde veut devenir président dans ce pays-là. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Vous savez, cette fonction-là, il faut que vous soyez choisi par Dieu pour pouvoir y accéder. Donc, nous sommes fragmentés. C'est ça qui nous fragilise. Mais quoi qu'il arrive, nous avons un seul objectif. Aujourd'hui, c'est de défendre cette constitution. Parce qu'au fait, cette constitution, c'est une constitution que le peuple a voulu par le référendum. Donc, nous devons défendre cette constitution parce que cette constitution, c'est un pacte républicain. C'est celle-là qui nous unit, qui nous met ensemble pour aller de l'avant. Sans cette constitution, la République n'existe plus. Mais pour ça, nous sommes d'accord pour aller ensemble et défendre cette constitution. Mais dire que cette constitution, cette opposition a pété, c'est faux. Parce que si c'était cette opposition a pété, hier, on n'allait pas voir l'armada militaire, comment ça s'est déployé autour du palais du peuple. Parce qu'on ne peut pas envoyer des engins et des policiers ainsi que des militaires pour des gens qui ne sont pas forts. Non. Donc, on a prouvé le contraire hier. On va revenir sur l'alternance, le deal FCC cash. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que pour être élu président de la République, il faut être choisi par Dieu. Est-ce que Félix Tshisekedi a été choisi par Dieu? Et en tant que président de l'ATD, vous êtes bien évidemment l'un des poids lourds de cette force politique. Que pouvez-vous nous dire de ces fameux deals entre le FCC et le cash? Non, vous me parlez de deal FCC cash. Cash, oui. Le deal FCC cash, c'est le deal de la gouvernance, tout simplement. On avait un président qui n'avait pas de majorité et le FCC avait la majorité. Normalement, la Constitution ne prévoit pas la coalition. La Constitution prévoit la cohabitation. Et pour ne pas mettre mal à l'aise le nouveau président, écoute, nous nous sommes dit, écoutez, mettons-nous ensemble, laissons un peu la Constitution de côté, allons dans la coalition
Et c'est ce deal-là de gouvernance. Rien que de gouvernance. Mais certains disent que Kabila avait pris Tshisekedi et il a remis le pouvoir. Maintenant, vous parlez d'autre chose. Là, il ne faut pas parler du FCC Cash. Ça, c'était un deal entre M. Kabila, le président sortant, et le président entrant. Okay. Les termes de ce deal, moi je connais. Je connais le terme de papier, parce qu'il n'y a qu'un seul exemplaire. Mais je ne le dirai pas ici. Pourquoi les Congolais veulent savoir? Les Congolais veulent savoir. Si Tshisekedi a prêté serment pour dire toute la vérité au Congo, il n'a qu'à commencer à le dire. Nous lui donnons encore un temps qu'il le dise. Ah bon? Parce que moi, je ne dirai pas aux Congolais sans ce papier-là. Je veux lire un jour ce papier-là devant les Congolais. Et c'est vous qui gardez cette copie-là? Non, ce n'est pas moi. Je demanderai à la personne qui garde la copie c'est qui la personne? de me donner. Non, je ne le cite pas. Parce que si je cite la personne, on va lui envoyer des drones. Je ne cite pas la personne. J'aimerais lire ces documents-là et montrer la signature. Parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas leurs engagements, qui ne respectent pas leur signature. Et ça, pour un nombre d'États, c'est très dangereux. C'est même plus dangereux qu'une bombe atomique. Ne pas respecter sa signature. Voilà. Mais le deal FCC Cash, c'était un deal de gouvernance. Très bien. Ouais. Et vous, au FCC, aujourd'hui, on vous critique un tout petit peu. On dit les caciques, on ne vous sent pas. Vous êtes là toujours. Raïssa Manini. Que répondez-vous aux gens qui vous critiquent, qui critiquent votre silence, qui critiquent la façon dont vous faites la politique aujourd'hui? Vous êtes presque inexistant sur la scène politique congolaise. Mais moi, je me demande que signifie d'abord cacique. Je voudrais qu'on me donne un peu l'explication du cacique. Parce que c'est comme si quelqu'un disait Magloire, journaliste. Vous voyez le ton que j'ai donné là. C'est comme si on vous insultait, on insultait les journalistes. Je voudrais qu'on me dise le cacique là, c'est quoi? Vouloir ne pas trahir son chef et rester à ses côtés. Broyer du noir, même s'il ne peut plus vous nommer parce qu'il n'a plus ce pouvoir, ça devient un péché. Pourquoi ces gens-là qui s'attaquent à ceux-là qui ont accepté de rester avec Kabila, ils s'attaquent à eux au lieu de s'attaquer à ceux qui ont bénéficié de Kabila pendant 18 ans et qui l'ont abandonné? C'est là où je ne comprends pas, le monde à l'envers. Les gens qui ont commencé avec Kabila depuis 2001, qui ont bénéficié de tous les avantages possibles, de tous les postes possibles, et à la fin, ils l'ont abandonné. Sans autre forme de procès, ils sont partis. Pourquoi ne pas s'attaquer à ceux-là et trouver le plaisir de s'attaquer à ceux qui sont restés fidèles à Kabila? Mais fidèle, mais vous ne faites rien. On vous reproche d'être toujours calme. Vous attendez toujours le mot d'ordre de Kabila. Vous ne faites ni de manifestations. Vous m'avez invité. Je suis venu ici. Est-ce que j'ai attendu à ce que Kabila me dise oui, Magloire vous a invité, allez-y? Non. Donc, mais je parle d'une manière générale. Je ne parle pas de vous. Non. Je donne l'exemple tout simplement. Combien de ces caciques dont vous parlez que vous avez lancé l'invitation et ne se sont pas présentés? Il faut lancer l'invitation. Ça, c'est un. Des deux, la stratégie politique, elle est différente. Il ne faut pas penser que c'est parce que moi, je passe à la télé que je veux me faire voir. Non. On a laissé ce stade-là de la politique spectaculaire. Non. Ces caciques dont vous parlez, ils sont plus dans la stratégie politique. Et la stratégie, on ne la dévoile pas. La stratégie politique, on ne la dévoile pas. Certains disent que vous êtes neutralisé par Tshisekedi. Est-ce vrai? Nullement. Zéro. Nous ne sommes pas neutralisés par Tshisekedi. Vous n'êtes pas déboulonné? Déboulonné, c'est quoi? OK. Nous, ce qu'on avait voulu, c'est l'alternance. Oui. Nous, ce qu'on avait voulu, de ne pas faire l'ombrage au nouveau président. Et vous avez vu l'attitude de l'ancien chef du président honoraire. Il ne parle pas, il ne disait rien. On l'appelait même l'université de Kara, parce qu'il ne voulait pas faire ombrage à son successeur. Mais nous avions fait l'alternance. La vraie question, l'alternance dont nous avons fait, à quoi cela aura servi? C'est ça, l'alternance. OK, c'est bon. Alors, les animateurs de cette alternance, qu'est-ce qu'ils ont fait de l'alternance politique donc souhaitée par tout le monde?
Mais il ne faut pas vous attaquer aux gens qui sont loyaux. À Kabila, ils ne disent rien, ils ne font... Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on prenne des armes pour qu'on sache que nous sommes là? Non. Qu'on soit sur les réseaux sociaux, les TikTokers, pour insulter comme les autres? Non. Nous travaillons. Et nous travaillons sérieusement dans le calme et dans la sérénité, parce que nous connaissons le pouvoir, comment il est, et nous sommes des responsables, nous sommes des hommes d'État. Nous n'allons pas commencer à brûler des pneus dans la rue ou commencer à brûler les bus comme faisaient les autres autrefois. Non. Non. Nous travaillons et nous travaillons sérieusement et sereinement. Très bien. Simplement, je dis à nos collègues ou à nos amis ou à vos amis qui essaient de s'attaquer à nous, écoutez, nous avons choisi notre camp. Et notre camp s'appelle le Raïs Joseph Kabila Kabange. Nous travaillons avec lui. Il n'y a que lui seul qui peut nous évaluer. Ceux qui pensent qu'il y a des caciques autour de Kabila, ils ne font rien. À ceux-là, je lance un message aujourd'hui, commencez à inventorier tous ceux-là qui ont travaillé avec Kabila depuis 2001 jusqu'en 2018 et qui ne sont plus avec Kabila aujourd'hui. Il faut leur poser la question. Au lieu de s'attaquer à ceux qui sont restés fidèles à Kabila. Messieurs, dames, merci à vous tous qui viennent prendre diffusion en cours. Je vous rappelle que vous suivez votre émission Décrypta et nous recevons pour vous Monsieur José Makila. Il est président du parti politique ATD. Il est également cofondateur de Sauvons la RDC, qui est une structure chapeautée par Joseph Kabila Kabange. Parlons maintenant du glissement et de la Constitution, Monsieur José Makila. Vous estimez que Félix Tshisekedi ne devrait pas bénéficier d'un glissement, alors que Kabila, en 2016, avait glissé. Dites-nous, pourquoi cette différence d'appréciation? Pourquoi vous ne voulez pas que Félix Tshisekedi puisse aussi glisser? Parce que eux disent, en tout cas, pour organiser les élections, ça sera très compliqué, parce que nous sommes en guerre. Non, Magloire, il ne faut pas faire de l'amalgame là-dessus. Le glissement de Kabila n'était pas programmé. C'était un problème logistique et des finances qui s'était posé. Par contre, je vous donne la différence. Le glissement de Tshisekedi est programmé. Et lui-même l'a dit. Ce n'est pas moi, c'est lui-même qui l'a dit. Son glissement est programmé. Vous savez, ça fait combien de mois, combien de temps que les évêques et les pasteurs, les évêques de l'ECC et les pasteurs de l'ECC ont demandé à M. Tshisekedi d'ouvrir le dialogue pour que les gens se parlent pour aller de l'avant. Vous savez, la guerre n'a jamais arrangé des problèmes politiques. La guerre ne fait qu'amplifier des problèmes, surtout des problèmes sociaux, sécuritaires, ainsi de suite. Si, dans la vie, un homme politique ne sait pas placer l'homme au centre de tout ce qu'il fait, il doit arrêter, il ne doit pas faire la politique. Mais on dit à ce monsieur, écoutez, appelez vos frères autour d'une table, discutez avec vos frères pour trouver une solution à tout ce qui se passe au niveau. Parce que la crise, elle est multiforme. Il n'y a pas que la crise sécuritaire. Il ne veut pas. Alors que Kabila, à son époque, à moindre problème, il appelait tout le monde autour d'une table. Discutons, trouvons une solution pour aller de l'avant. Et on ne peut pas comparer les deux situations. D'abord, pourquoi Kabila avait glissé? Kabila avait glissé parce que le gouvernement à l'époque avait estimé que les élections sont souveraines. C'est la souveraineté de l'État. On ne peut pas commencer à quémander de l'argent par-ci, par-là. Il fallait trouver le moyen d'organiser les élections par nous-mêmes. Effectivement, le gouvernement de Kabila, nous on était à l'opposition, avait cherché cet argent, ils n'ont pas pu trouver à temps. Il s'est trouvé devant un problème. Il dit, mais c'est mon dernier mandat. Je ne peux quand même pas laisser le pouvoir dans la rue. Il faut que j'organise des élections et des bonnes élections. Il est allé se plaindre à l'Union africaine. L'Union africaine a vu et a examiné le problème et a trouvé, oui, c'est vrai, il y a un problème financier au Congo et un problème logistique. Parce que les gens, quand ils voient les élections, il n'y a pas que ça, ça se prépare en amont. Il faut acheter le matériel, il faut les acheminer, il faut ceci. Il y a beaucoup de choses. Alors,
l'Union africaine a envoyé un délégué qui s'appelle le Premier ministre Kodjo, paix à son âme. Il est venu, il a contacté les opposants que nous sommes et la majorité. Il a programmé le dialogue à l'Union africaine. Nous autres, nous sommes partis. Certains ont dit non, ils ne viennent pas. Ils se sont réunis en Belgique. Nous avons fait la réunion avec M. Kodjo en présence de la SENCO, de la société civile et de la communauté internationale, dont l'Union africaine et l'Union européenne. Et l'Union africaine avait fait venir son expert aux élections, le général Sangari, qui est venu avec nous à l'Union africaine, et on a fait un calendrier, nous nous sommes mis d'accord, je crois, sur 18 mois. En son temps de là, il y avait le gouvernement. À ce moment-là, il faut que l'opposition prenne la tête du gouvernement pour chercher l'argent et respecter le délai. On a nommé M. Sami Badibanga, de l'UDPS, Premier ministre. Je faisais partie de ce gouvernement, comme vice-premier ministre. Nous sommes allés. Les amis, quand ils ont terminé leur réunion en Belgique, ils ont dit non, ça c'est un dialogue de Kabila, nous ne sommes pas d'accord. Et les prêtres ont dit que ce n'était pas inclusif, le motif. Il faut que nous puissions refaire. Kabila a dit ok, allez-y. Il a donné le feu vert aux prêtres. Ils nous ont réunis à la SENCO. Je crois pendant pratiquement un mois. Et on a tous signé. On a signé, quand on a signé, Kabila n'était pas là. C'était que ses représentants. 2 ans pour mettre sur pied un gouvernement et organiser les élections. Ce n'était pas la volonté de Kabila. C'était la volonté de la classe politique. Tout entière. Là, je dis bien la classe, parce que dans ces discussions, il y avait l'actuel président qui était là. Félix Tshisekedi. Il était là. Tout le monde était là, y compris la société civile. Et dirigé par les prêtres. Mais aujourd'hui, nous sommes en guerre. Il n'a pas le moyen. J'arrive. Il prend tout le moyen pour l'effort de guerre. J'arrive. C'est ce qu'ils disent. J'arrive. Maintenant, il y a un gouvernement qui se met sur pied. Oui. Un seul objectif, organiser les élections. Le timing, 2 ans. 2 ans. On nomme M. Tchibala, issu de l'IDPS. On organise les élections. Vous connaissez le résultat. Oui. On ne va pas revenir dessus. Et ça, ce n'était pas Kabila. Les 2 ans n'étaient pas fixés par Kabila. L'argent était cherché et par l'opposition qui était dans le gouvernement et par la majorité. Alors pourquoi on va comparer ça? Par contre, là, nous savons qu'il y a la guerre. Mais c'est pourquoi nous avons demandé à aller au dialogue. Et ce dialogue-là, on appelle ça un dialogue inclusif, y compris ceux-là qui font la guerre. Ceux-là qui font la guerre, qui viennent autour du table, qu'on se mette d'accord pour arrêter avec la guerre, reprendre l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire et organiser les élections. Pourquoi lui refuse ce dialogue? Pourquoi? Tout dialogue. Pourquoi selon vous? Pourquoi il refuse? Il se retrouve confortable comme il a le Katanga, où on lui pompe l'argent des minéraux. Ils sont fous du reste. Mais écoutez, si aujourd'hui, demain, le Katanga tombe, vous allez voir comment il va pleurer, il va fuir, il va revenir vite pour le dialogue. Non, c'est quelqu'un qui n'a aucun souci de l'État. Lui, son problème, c'est sa poche et ses proches. Point à la ligne. Alors, il programme le glissement parce que ça l'arrange, lui, rester comme ça, et que ceux qui ont occupé l'Est du pays occupent là-bas. Lui aussi, il garde sa partie avec le Katanga. Donc, et ça continue comme ça. Et nous n'allons pas lui laisser ce plaisir-là. Tshisekedi envisage de changer la Constitution. Il dit, je cite, « Les Américains nous ont contraints de changer la Constitution ». Que pensez-vous de cette déclaration? Parce que ça va vraiment dans tous les sens. Et les gens de l'UDPS, je cite le secrétaire général, il a dit, mais écoutez, on va revenir à la Constitution de 1992. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Mais je ne sais pas de quoi parle M. Tshisekedi. La Constitution d'un pays n'a jamais été faite pour satisfaire le besoin d'un pays étranger. Oui. La Constitution, c'est la volonté des gens
des nationaux qui vivent dans un pays qui décide, nous voulons que nous puissions marcher comme ça. C'est les règles d'un pays, d'une communauté, ou l'ensemble de communautés qui vivent dans un espace qui se décide, voici comment nous allons marcher. Ce n'est pas à un pays étranger de vous dicter votre constitution. Non, la constitution, c'est la volonté du peuple congolais. Et surtout que cette constitution, c'est le fruit d'un référendum. Mais ce qui est encore plus grave, Magloire, pour qu'il soit président de la République, il a prêté serment. Il a prêté serment devant Dieu et devant le peuple. Il n'a pas prêté serment devant Dieu et devant le peuple américain. Non. Il y a un accord qui vient d'être signé avec les Américains et les Américains veulent venir investir en République démocratique. Je vais revenir sur l'accord. Mais pour changer cette cause, si aujourd'hui, Tshisekedi dit que cette constitution n'existe plus, c'est un coup d'État constitutionnel, mais il se le fait lui-même, le coup d'État. Donc lui ne sera plus président. C'est ce qu'il cherche. Ça, c'est un. Des deux. OK. Il fait un coup de force. Il change la constitution. Ceux qui occupent Goma, Bukavu, disent, écoutez, nous, on ne reconnaît pas cette constitution, on garde l'ancienne. C'est quoi? Ce n'est pas la balkanisation qui en est l'agent principal. Ce n'est pas Tshisekedi. Moi, je n'ai pas de conseils à lui donner parce qu'il n'est pas de mon bord politique. Mais comme il s'agit de Congo, notre patrie mère, je lui dis, M. Tshisekedi, ce pays ne vous appartient pas seul. Certes, vous êtes Congolais, mais on est tous des Congolais et on a tous les mêmes droits. Et vous ne pouvez pas venir prendre ce pays en otage comme si votre papa avait fait un champ de maïs ou un champ de café et dit, écoutez, ça c'est le champ que j'ai acheté chez les Batékais. Et c'est... Non, non, vous n'avez pas ce droit-là et vous devez arrêter avec cette aventure. Maintenant, pour revenir à la deuxième question, en parlant de deal avec les Américains sur matière stratégique, il ne faut pas prendre la matière stratégique à la légère, M. Magloire. La matière stratégique ou les matières stratégiques que nous possédons ne nous appartiennent pas. Ces matières appartiennent à nous, à nos enfants, à nos petits-enfants, ainsi de suite. Nous n'avons pas le droit de les brader. S'il y a un accord, il faut que ça soit bien étudié. Mais ça a été bien étudié. Ils disent que c'est pour la sécurité, c'est pour ramener la paix en République démocratique du Congo. On ne peut pas brader les matières stratégiques d'un pays pour la sécurité. Où a-t-on vu les États-Unis amener la sécurité dans un pays à travers le monde? Vous savez, les États, les règles sont claires. Les États, c'est quoi? C'est les intérêts. Et vous êtes en position de faiblesse, vous allez négocier quelque chose avec un pays qui vous dit « je donne ça, si vous ne voulez pas, allez-y », parce que vous êtes essoufflé, parce que vous voyez les rebelles en train de venir, et vous bradez les matières stratégiques d'un pays comme si ça vous appartenait. Ces matières stratégiques ne nous appartiennent pas, je suis désolé. Bien sûr, c'est pour nous, c'est pour nos enfants surtout, et nos petits-enfants, ceux qui vont venir après. Non, nous ne laisserons pas Tshisekedi faire ça. Ça ne peut pas se faire. Il n'y a aucune transparence dans ce qu'il a fait avec les États-Unis. Aucune transparence. Et je vous mets à défi. Très bien. On va parler de la sortie médiatique de Joseph Kabila Kabange, votre autorité morale. Le jeudi dernier, Kabila, qui a été considéré l'autre fois comme un homme de retenue, surnommé le recteur de l'université du silence, ou de Kara, comme on le dit à Kinshasa. Mais aujourd'hui, il s'exprime un peu régulièrement. Comment expliquez-vous ces changements? Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui Kabila à prendre la parole un peu plus? Mais vous savez, Magloire, Kabila, c'est un véritable homme d'État. Il s'est retiré de la présidence de la République. Il s'est réellement retiré. Il s'est effacé. Il s'est tu. Il s'est tu pendant un long moment. Il n'a pas voulu parler. Mais écoutez, continuer à se taire devant une situation qui se dégrade le jour au jour, ça devient aussi une complicité. Ça devient une complicité. Il ne devait pas continuer à se taire comme ça.
Parce que les gens se posent des questions. Vous êtes un ancien président. Vous nous voyez en train de mourir. Vous ne dites rien. Qu'est-ce qu'il y a? Et en plus, il y a quelque chose qui lui colle à la peau. Si cet homme est là, c'est à cause de vous, Kabila. Maintenant, vous vous taisez, donc vous êtes complice. Non. Kabila a voulu montrer aux gens et à sa population qu'il est tellement attaché à son pays, qu'il aime son pays et qu'il ne peut pas voir son pays mourir de cette manière. C'est pourquoi il s'exprime. Mais quand il s'exprime en homme d'État. Il fait un diagnostic réel. Il a prouvé à travers les 12 points. Il a même abordé des solutions idoines. Mais lui seul ne peut rien faire. C'est l'ensemble du peuple congolais qui doit s'approprier de l'expérience qu'a Kabila sous sa gestion et qu'il a fait le diagnostic des maux qui rongent le pays et s'en approprier et puis de mettre en pratique. Mais là, il y a quoi? Il y a 2 ou 3 jours, il a écrit en disant au peuple congolais, il faut braver la peur. Vous devez refuser à ce qu'on touche à votre constitution. Vous devez refuser à ce que la tyrannie s'installe au pays. Vous devez refuser à ce qu'on vous fasse peur. Prenez vos destinées en main. C'est ça un ancien président, c'est tout ce qu'il peut faire. Contrairement à tout ce qu'on peut lui coller à la peau, oui, Kabila le rebelle, Kabila ceci, Kabila cela. Non. Quelqu'un qui est rebelle, si réellement il avait envie de rester, dites-moi, il avait tous les pouvoirs en main. Et à cet âge-là, où il cède le pouvoir gratuitement comme ça, il dit « je m'en vais ». Il avait promis qu'il allait respecter la Constitution. Il l'a respecté jusqu'au bout. Mais certains disent qu'il y avait quand même une pression de l'Occident. Non, non, les gens ne comprennent pas. Si je vous dis que Kabila n'avait pas reçu une pression, c'est faux. Oui, il avait reçu une pression, mais pourquoi il avait reçu la pression? Pourquoi? C'était sur les codes miniers. Les États, c'est les intérêts, parce que Kabila avait touché au code minier, qui est l'intérêt supérieur de tous ces multinationaux que vous voyez. C'est cela. Et il devait également respecter la Constitution, bien entendu. Il avait dit qu'il n'avait pas besoin d'une pression pour respecter la Constitution. Il y a la plupart des présidents africains qui changent de Constitution le matin, midi, soir. Vous pensez qu'ils ne reçoivent pas ces pressions? Et pourquoi ils sont là, ils changent? Non, Kabila, ce n'était pas ça son problème. Le problème des Occidentaux avec Kabila, c'est le code minier. C'est le code minier. Et Kabila a voulu protéger les intérêts congolais. Voilà, c'est lui qui brade les intérêts congolais, qui pense qu'il peut changer la Constitution parce que l'étranger lui a demandé, qui pense qu'il peut faire ceci parce qu'il est en train de nourrir l'étranger. Voilà, entre lui, Kabila et celui-là, qui est congolais, qui ne l'est pas. Toujours dans sa sortie médiatique, Kabila accuse de manière très directe le pouvoir de Kinshasa de préparer une forfaiture et il a appelé les Congolais à se mobiliser via l'article 64. S'agit-il d'un simple alerte politique ou d'un début d'une révolution populaire? Est-ce que vous pensez vraiment aujourd'hui on peut avoir une révolution populaire à Kinshasa? Vous savez, il faut se méfier de peuples qui ne bougent pas. Il faut vraiment se méfier. C'est une bombe dormante, hein, le peuple que vous voyez. Hier, on disait l'opposition a pété. Vous-même, vous avez vu. Rien que par 2 actions seulement. Ville morte et sit-in. Le sit-in, ce n'est même pas la marche. Vous avez vu comment ils ont été bousculés. Il faut faire très attention. Il ne faut pas sous-estimer. Vous savez, je prends toujours l'exemple de Hollande, hein, l'ancien secrétaire de Parti Socialiste, le premier secrétaire du Parti Socialiste à l'époque. Je suivais son interview. Qu'est-ce qu'il disait? Il ne faut jamais surestimer un adversaire politique, ni le sous-estimer. Il faut le prendre comme tel. Je sais que le camp du pouvoir nous sous-estime, mais ils sont en train de commettre une grosse erreur. Ils seront surpris par ce peuple-là, que eux considèrent dormant, qu'ils sont avec ce peuple. Ils seront surpris. Il a parlé également de survie du Congo, il appelle à la résistance citoyenne. Est-ce que, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a un bras de fer politique qui est en train de se créer autour de la Constitution en République démocratique du Congo? Non, mais il n'y a pas que la Constitution. Parce que nos amis de C64 défendent la Constitution, défendent la démocratie. C'est une très bonne chose.
Mais nous, souvent, la RDC ne se limite pas à ce niveau. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que la crise, elle est multidimensionnelle. Il y a la crise économique. Il y a la crise sécuritaire. Il y a même la crise morale. Nous prenons tout ça dans ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance. Nous disons, oui, défendons la Constitution, mais il n'y a pas que ça. Allons plus loin. Parce que les maux qui rongent notre pays ont été décrits dans les 12 points de Kabila. C'est vrai que nos amis de C64, on ne peut pas sous-estimer ce qu'ils sont en train de faire. Bravo, nous sommes sur la même ligne avec eux, sur ce point-là. Mais il n'y a pas que ça. Mais pourquoi pas vous unir pour faire un bloc et être plus puissant pour, bien évidemment, changer la donne à Kinshasa? Et dites-nous d'abord, quelle analyse ou quelle est votre réaction par rapport à ce sit-in qui a été organisé par la coalition 64 vendredi 12 dernier? Oui, Magloire, je tiens d'abord à saluer le courage et à féliciter les leaders de C64 et leur dire que nous sommes de cœur avec eux. Ils ont posé un acte de bravoure, si bien qu'ils sont blessés, pratiquement tous les leaders. Exactement. Ils se connaissent. Et principalement, mon ami Delis Sesanga, qui est sur le lit de l'hôpital, j'ai parlé avec lui. Je suis de cœur avec tout le monde. Que ce soit Jean-Marc Kabundu, tout le monde. Fayoulou, Ndombasi, tous. Je suis de cœur avec eux. Mais vous savez, ce que nos amis font, nous avions appuyé par un communiqué. Et pas plus tard, avant même le sit-in, le président honoraire a fait un communiqué qu'il a signé. C'est une première fois que le président honoraire signe un communiqué de lui-même, appelant le peuple à ne pas résister quand il y a une manifestation, à y aller, à appuyer toute action qui veut mettre fin à la dictature et à la tyrannie. N'est-ce pas que c'est un appui d'un ancien président qui est l'autorité morale de souvent la RDC? Mais on n'a pas vu des sympathisants de Sauvons la RDC lors du sit-in. On n'a même pas vu un drapeau de Sauvons la RDC, ni des drapeaux de votre parti politique ATD, moins encore du PPRD, M. Makila. Non. Les actions se coordonnent. Oui. Nos amis ont pris cette décision, qui est la bonne d'ailleurs, et nous les félicitons. Ça a été coordonné à leur niveau de C64. Oui. Qui ne vous dit pas que demain, nous pouvons mener des actions ensemble? Parce que nous sommes avec eux. Ça rentre dans la droite ligne de la lutte de Sauvons la RDC. Mais chacun a son identité. Il y a la C64 et il y a souvent la RDC. Tous sommes de l'opposition. Nous avons dit tout à l'heure que l'opposition est fragilisée. Oui. Et fragmentée d'ailleurs. Et nous allons nous retrouver. Ne vous en faites pas. Parce que ce n'est qu'un début. Le combat est long. Ce n'est qu'un début. Donc le peuple congolais peut espérer demain une fusion entre la C64 et Sauvons le Congo. Ça c'est clair pour mener des actions ponctuelles. Ça c'est clair. Très bien. Clair. Oui. On va à présent parler de la communauté internationale, de l'Église et même la société civile. Quelle lecture faites-vous de l'attitude de la communauté internationale aujourd'hui face à ce qui se passe en République démocratique du Congo? Ça sera au peuple congolais de juger. Oui. Qui réellement défend les intérêts des Congolais et qui ne le défend pas, qui défend les intérêts des étrangers. C'est là le problème. Parce que les États, ce n'est pas la beauté des cœurs, c'est les intérêts d'abord. Kabila, comme il défendait les intérêts des Congolais, il ne pouvait qu'être mal vu par d'autres États. L'autre qui vient satisfaire les États étrangers, mais il devient des amis. C'est clair. Mais c'est quand même des graves accusations, ça. Mais non, je dis la vérité. Parce que le deal qu'a M. Trump aujourd'hui avec Tshisekedi, vous pensez qu'à l'époque de Kabila, Trump peut avoir ça? Est-ce que Trump n'était pas là quand Kabila était là? Vous pensez que Kabila n'avait pas eu ce genre de demande et qu'il n'avait pas cédé pour préserver les intérêts du Congo?
C'est ça aussi que les Congolais doivent comprendre. Comment ça se fait que un Belge dit non, c'est parce qu'il est fermé, on n'arrive pas à l'avoir au téléphone, et l'autre il est ouvert. Non, c'est parce que nos intérêts il a bloqué au profit des nationaux. Mais l'autre, non, il nous a laissé exploiter comme nous voulons, il nous laisse faire ce que nous voulons, et il est ouvert. C'est ça l'explication. Il ne faut pas aller trop loin. À ce moment-là, où se trouve l'intérêt du peuple congolais? C'est l'intérêt personnel du chef pour garder son pouvoir. Et où se trouve l'intérêt du peuple congolais? Mais ils disent autre chose, hein. Ils disent c'est pour ramener la paix. Non, attendez. Attendez, quand Kabila a lutté contre le M23, cette communauté internationale était inexistante. Elle était là. Elle était là. Pourquoi Kabila ne s'est pas agenouillé devant cette communauté internationale pour bouder dehors le M23? Non, le problème, c'est les intérêts, c'est tout. Et je vous ai dit, le problème de la communauté internationale avec Kabila, ce n'était pas qu'il va violer. Si Kabila avait dit, OK, je retire le code minier, ils allaient dire à Kabila, allez, restez. Mais c'est ce que Kabila n'avait pas voulu. Je vous dis sincèrement, et je le dis devant caméra. Si Kabila, parce que les pressions qu'il avait reçues de la communauté internationale, s'il avait dit, allez, faisons un deal, je retire le code minier, il serait aujourd'hui président. Il resterait président. Mais il a vu l'intérêt supérieur de la nation. Il dit non, non, je préfère partir. Mais ça, c'est le droit congolais. Les Congolais doivent en bénéficier. C'est pourquoi vous voyez, ils sont en train de crier, nous sommes à 16 milliards, nous sommes à 10 milliards. Mais les Congolais, posez-leur la question. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien, on n'exporte rien. D'où viennent ces 16 milliards? Mais c'est le fruit de codes miniers. La manne de codes miniers que Kabila avait tout porté sur son dos et qui reste jusqu'aujourd'hui. Je vous assure que j'ai été parmi les premières personnes officielles à rencontrer monsieur, comment il s'appelle, l'ambassadeur américain là, qui portait des pailles comme la femme de Tshisekedi. Rumeur. Hammer, oui. Excusez-moi. J'ai été la première personnalité, parmi les premiers, à rencontrer M. Hammer. Qu'est-ce que vous êtes dit? Voilà, c'est vraiment inédit. Scoop, hein. Ouais. M. Hammer arrive, il prend langue avec le ministre des Affaires étrangères, à l'époque c'était Cheo Kitundu. Oui. Ça n'a pas marché entre les deux. Il trouve une personnalité très connue, un sécurocrate, que je ne citerai pas le nom. Et le sécurocrate organise un dîner où Hammer devait rencontrer les membres du gouvernement, ainsi de suite. Je suis invité. Je crois que je suis invité parce que je faisais aussi l'intérim du Premier ministre. J'arrive, je trouve la table dressée, tout ça, Hammer était déjà là. Il avait déjà donné ses conditions. Sa place était là et la chaise qui suivait, c'était la chaise de Cheo Kitundu. Il dit, il ne veut pas que Cheo Kitundu reste à ses côtés. Au moins, le vice-premier ministre Makila, mais pas Cheo Kitundu. Hammer, il dit ça. Heureusement, ce jour-là, Cheo n'est pas venu. J'étais le seul vice-premier ministre, représentant du gouvernement, avec un ou deux collègues, les sécurocrates, et ainsi de suite. Et on en parlait longuement. J'ai dit à Hammer ceci. Quand le dîner est fini, il fallait prendre la parole. J'ai pris la parole au nom du gouvernement. J'ai dit à Hammer, monsieur l'ambassadeur, vous êtes venu au Congo, une très bonne chose. Vous êtes venu au moment où il y a l'alternance qui se fait. Je vous demande d'encourager ce qui vient de se faire au Congo. Ne venez pas foutre le bordel dans ce qui s'est passé. C'était ça le terme. Hein. Parce que si vous faites ça, tous les autres présidents africains vont se braquer et il n'y aura plus d'alternance en Afrique. Prenez cet exemple, encouragez cela, encouragez le jeune président d'être bien avec son prédécesseur. C'est l'Afrique qui va en bénéficier. C'est le pays qui va en bénéficier. J'ai dit ça à Hammer. Et le témoin est là. Il est vivant, il est quelque part. Et quelle était sa réaction? Oui, comme diplomate, il a entendu, mais il n'avait pas fait une réaction. Il avait dit, oui,
merci beaucoup, monsieur le vice-premier ministre, je suis content de notre dîner, je suis content. Un langage diplomatique. Ouais. Mais après, dans les actes, j'ai vu le contraire. C'est comme si j'ai été informé que passe ce message à Hammer parce qu'il est venu pour une mission. Effectivement, Hammer a trompé le nouveau président. Il l'a amené même aux États-Unis pour une mission officielle. Or, il l'a amené sur le cimetière de son papa. Voilà comment on nous ridiculise nos chefs, nos présidents du pays. Il l'amène sur le cimetière pour aller vénérer le cimetière de son papa. Et il a foutu le pays vraiment dans le trou. Et il est parti. Est-ce que M. Hammer est encore là avec nous? Il n'est pas là. Depuis que M. Hammer a été ambassadeur, mais le président Tshisekedi n'a jamais foulé ses pieds à la Maison-Blanche. Jamais. Il était venu simplement pour faire du désordre et partir. Voilà, le malheur du Congo vient de là. Et là encore, M. Tshisekedi vient voir un président qui est désavoué chez lui, qui est traité chez lui d'un psychopathe, que les gens aux États-Unis doutent même sur sa capacité de diriger, aller signer un deal avec ce monsieur sur les matières stratégiques de la République démocratique du Congo. Voilà comment on vend son pays. Voilà. Et ça, vous allez le considérer d'un nationaliste, d'un dirigeant responsable? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est malheureux pour les générations futures. Mais ce que Félix vient de faire, il doit savoir que nous, ce deal-là, nous n'allons pas respecter. Parce qu'il partira en 2028 et nous allons défaire ce qu'il a fait. Qu'est-ce que vous allez faire pour qu'il parte? Mais son mandat prend fin en 2028, non? Aujourd'hui, il y a une loi référendaire qui est en marche. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour que ça ne passe pas? Non, ça ne passera pas parce que la population ne le laissera pas passer. Mais l'IDPS dit qu'ils ont le monopole de la rue. Ils ont la population avec eux. C'est que Kabila n'avait pas hier. Ben voilà. En tout cas, vous avez ouvert une brèche là qui me donne l'occasion de dire à mes amis de l'IDPS. Ils vous regardent. Messieurs de l'IDPS, monsieur Kabouya, monsieur je ne sais pas qui, vous dites que vous êtes très populaire. Vous n'avez jamais, alors jamais de toute la création de l'IDPS arrivé à placer le premier de l'IDPS à la magistrature suprême. Vous qui réclamez toujours, vous avez la masse, vous avez la population. En 2018-19, ces élections-là, vous savez quelle a été la place de votre président actuel. Il est là par la magnanimité de M. Kabila, et vous le savez. En 2023, vous êtes allé aux élections. Vous qui glorifiez tout le temps, vous avez la rue, vous avez la masse avec vous. Zéro, il a fallu tricher avec la machine à voter, il a fallu placer Kadima là-bas pour faire la parodie d'élection. Impossible d'être élu par le souverain primaire. Ça, l'UDPS, dites-moi quelle popularité vous avez. Si Kabila ne vous avait pas donné le pouvoir, vous ne serez jamais président. Si vous n'avez pas triché en 2023, vous ne serez jamais président. Quelqu'un qui est sûr de lui, je prends mon exemple, moi Makila, je descends aujourd'hui chez moi dans ma circonscription électorale. Même si je n'ai pas un rond, je serai élu. Et depuis 2006, on a commencé les élections. Je n'ai jamais eu une accusation au niveau de la Cour constitutionnelle en disant que Makila a triché et c'est mon siège. Jamais. Je n'ai jamais été appelé pour me justifier de ma victoire. Jamais. C'est ça un élu. Est-ce que êtes-vous sûr que le vôtre là, qui est aujourd'hui à la tête du pays, a été élu? À quel moment? En quelle année? Par qui? La réponse, vous me donnerez ça dans des injures comme vous êtes habitué. Alors, on va parler de l'Église et la société civile. En tant qu'un homme d'État, en tant que politique, comment analysez-vous, bien évidemment, cette situation de l'Église catholique et la société civile en RDC aujourd'hui? Non, je n'ai pas de commentaires à faire. L'Église catholique, l'Église protestante, ils font partie de la société civile. Donc, ces églises n'ont pas de responsabilité politique. Elles n'ont que des responsabilités morales. Nous ne devons pas prendre nos déboires politiques et placer dans leur tête pour dire ce sont vos responsabilités. Non, ce sont d'abord nos responsabilités en tant que politiques.
Oui, Très de bien. mobiliser le peuple, de faire de sorte que le peuple dise non, de faire de sorte que le peuple connaisse ses droits. Maintenant, si l'Église s'implique, c'est justement parce que l'Église fait partie de cette population et elle vit la misère de cette population quotidiennement. Ouais. Et elle a aussi un rôle d'enseigner, un rôle pédagogique, de nous dire, à nous les politiques, là où vous marchez, ce n'est pas ça. C'est aussi leur rôle de nous dire la vérité. Et je pense qu'ils ne vont pas tarder à prendre une position par rapport à ce qui se passe au Congo. Ce n'est pas à moi de leur dire, prenez la position pour la majorité ou prenez la position pour l'opposition. Non, ils vont prendre la position en tant qu'Église. Les hommes de Dieu, voilà. Et on ne peut pas les mêler dans nos affaires. Non. Je vais revenir sur une tribune que vous avez publiée dernièrement sur X, Oui. qui s'intitulait « J'accuse », dans laquelle vous avez dénoncé une instrumentalisation politique de l'Église protestante. Pourquoi avoir pris publiquement position? Vous avez parlé de l'indépendance de l'Église qui a été menacée, tout et tout. Expliquez-nous un peu pourquoi vous avez accusé l'Église protestante. Je prends la responsabilité de ce que je dis. Et si la personne que je vais citer n'est pas d'accord avec moi, il n'a qu'à vous chercher pour me dire le contraire. Très bien. Nous sommes ouverts au droit de réponse. Monsieur Bashengezi Kantitima, c'est un acteur politique. Oui. Et moi, je connais ses coefficients très élevés de nuisance. Il a un coefficient très élevé de nuisance, ce monsieur-là. C'est quand même fort, ça. Je le dis, j'assume. Il est le président de Milapro. Milapro, c'est une association de laïcs protestants. Et il s'est battu pour avoir la présidence de cette histoire, pour pouvoir manipuler les pasteurs. Et ça, je l'accuse. Et je le dis aujourd'hui à ciel ouvert. Monsieur Katitima, l'Église n'est pas un terrain politique. Laissez l'Église faire sa mission que Dieu lui a confiée. Vous voulez de la politique, continuez à faire vos coups bas comme vous êtes habitué à le faire dans le Sud Kivu là-bas. Alors, laissez l'Église tranquille. Pourquoi j'accuse Katitima? Je prends un témoin Ngoïka Sanji. Je prends un témoin Julien Paloukou. Je prends un témoin André Kimbuta. Nous allons à la conférence des gouverneurs au Katanga. La première d'ailleurs après la répartition de 26 provinces. Nous arrivons, c'était en 2016. Je pense ici, ma mémoire elle est bonne, ça doit être au mois de juillet ou août. Le président Kabila, c'est le président de la conférence des gouverneurs. Le ministre de l'Intérieur, qui d'après la Constitution, doit être là, c'était M. Bochab. Le Premier ministre, c'est Matata. Qui a été invité? La CENI. C'est Corneille Nangaa qui devait venir. Il était certainement empêché. Il envoie Bashengezi. Son vice. Oui. Bashengezi arrive. On arrive sur le dossier élection. Le président fait appel pour que son directeur de cabinet, Néhémie, fasse entrer M. Bashengezi pour nous expliquer un peu où est-ce qu'ils en sont. Bashengezi qui entre, qui commence à dire au président, écoutez, Monsieur le Président, il ne faut pas suivre ces opposants-là, ils ne feront rien de toutes les façons, on a tout le temps, on peut glisser, il n'y a aucun problème, tout ça. Il commence à parler, et je le dis, je prends Kassanji en témoin. Kassanji, un témoin. Julien Paloukou, mon témoin. Il termine de parler. Tous étaient de la majorité. J'étais le seul gouverneur de l'opposition. Je prends la parole. J'ai dit au président Kabila, Excellence, Monsieur le Président, mes respects. Le monsieur que vous voyez, il ne faut pas suivre ce qu'il est en train de dire. Ah bon? Je le dis comme ça. Et je le nomme, c'est un pyromane. Il veut mettre du feu à la case qui s'appelle la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, je vous encourage dans la démarche
où vous devez mettre tout le monde autour d'une table pour trouver une solution. La solution ne va pas se trouver par rapport à ce que ce monsieur est en train de raconter. Bashengezi. Donc c'est lui que vous accusez Oui. En disant un Oui. homme qui tire Voilà. les ficelles. Voilà. Donc, dans votre poste, Voilà. j'accuse. Oui. Dans votre tribune, 2016, bien sûr. 2016 au gouvernorat de Katanga, la À Lubumbashi. conférence des gouverneurs. À Lubumbashi. Et je suis sûr que le président honoraire va suivre ça, il va se rappeler de ce que je dis. Mon oncle Ngoï Kassanji va suivre ça, il va se rappeler. Monsieur André Kimbuta, Monsieur Julien Paloukou, tous. Le gouverneur de Tanganyika à l'époque, c'était Kitangala ou quelque chose comme ça. Il était juste à mes côtés. Oui. Ils vont suivre. Ce monsieur-là n'a fait que du mal à la République. De toute sa vie, monsieur Bashengezi. Monsieur, on vous tient à l'œil. Encore une fois, je dirais ce qui est plus grave, mais je me réserve. Mais on vous tient à l'œil. En tout cas, merci beaucoup. On va chuter avec cette émission. On va parler un peu de Sauvons la RDC. Dites-nous, quelles sont aujourd'hui les véritables activités de Sauvons la RDC? Parce que certains vous critiquent. On vous voit toujours dans un pays en cachette, tenir des réunions, des conclaves, publier dans les réseaux sociaux des communiqués. Les Congolais vous regardent ce soir, M. Makila. Quelles sont de véritables activités de votre mouvement? Je vais dire aux Congolais que souvent la RDC est là pour vous défendre, pour vous sortir de la tyrannie, pour vous sortir de la dictature. Et nous ne faisons pas la politique spectacle. Ce sont des têtes passantes qui se retrouvent pour monter des stratégies et des stratégies cohérentes pour le lendemain de notre République. Nous ne sommes pas là parce qu'on doit nous voir, il faut que les télévisions parlent de nous. Non, nous sommes là pour travailler et nous travaillons sérieusement. Chaque signataire, je dis bien chaque signataire, pour ne pas dire chaque cofondateur de souvent la RDC, travaille jour et nuit. Et nous n'avons pas à le dévoiler ici. Mais que les Congolais se rassurent que nous n'allons pas seulement nous attaquer rien que pour la défense de la Constitution. Je venais de dire tout à l'heure, et je redis, que la crise, elle est multidimensionnelle. Il y a la crise économique, il y a la crise politique, il y a la crise morale. Et il y a même la crise institutionnelle, parce qu'aujourd'hui, la population, face à ces institutions, n'a plus confiance. Et nous y travaillons. Rassurez-vous que d'ici là, Inch'Allah, Dieu fera de sorte que nous puissions vous libérer, et vous libérer démocratiquement. Certains disent que Sauvons la RDC, c'est un mort-né. Et aujourd'hui, il y a M. Matata qui a quitté Sauvons la RDC. C'est ce que les gens disent. Vous allez nous tenir informés s'il est toujours là. Il a rejoint la coalition C64. Que répondez-vous à ceux qui disent que, en tout cas, Sauvons la RDC n'a pas plus d'impact? Vous êtes toujours dans les réseaux sociaux. Que répondez-vous à ces gens-là? Qui peut nier aujourd'hui l'impact des réseaux sociaux à travers le monde? Qui peut le nier? Vous pouvez penser que c'est virtuel, ça n'est plus virtuel. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont un impact important sur la vie politique, sur la vie nationale, sur tous les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas que ça. Je vous ai dit que nous travaillons. Nous nous concertons à tout moment. Nous montons des stratégies. Mais ces stratégies ne sont pas dévoilées. Et Matata est toujours avec vous? Mais vous savez, il faut éviter de citer les personnes. Vous voyez seulement la structure, souvent la RDC. C'est l'essentiel. Mais c'est les Congolais qui veulent savoir. Non, les Congolais, ils n'ont qu'à voir. Ils le voyaient avec vous, mais ils ne vous voient plus. Il est là. Matata, il est là. Il n'y a aucun problème. Et il a rejoint la C64. Mais est-ce que la C64 est l'ennemi de souvent la RDC? Donc ATD peut aussi rejoindre la C64? Non, ATD fait partie du FCC. Très bien. Et le FCC fait partie de souvent la RDC. Nous sommes des légalistes. Nous ne naviguons pas. Non. Nous sommes, quand on prend une direction, on y va jusqu'au bout. C'est cela. Vous savez, mon parcours, c'est quoi? Oui. J'ai été au MLC. Je n'ai pas été au MLC par conviction. J'ai été au MLC parce que mon frère a fait une lutte.
il a fait un parti politique. C'est mon frère, je dois l'accompagner. C'est qui ses frères? Jean-Pierre. Oui. Jean-Pierre. Mais vous ne le citez même pas? Non, mais il le sait, parce qu'on parle du MLC. Et on sait qui est le patron du MLC. Donc, j'ai été, pas par la logique, pas par conviction. Non, c'est pas filiation. Parce que mon frère a fait la lutte, il a fait ceci. Mais écoutez, je viens l'appuyer. À un certain moment, j'ai pris ma distance. J'ai dit, pour mes raisons personnelles, j'ai créé mon parti politique avec mes amis. Et nous sommes dans l'ATD. Et l'ATD a pris la décision d'être dans le FCC, d'être membre cofondateur du FCC. Voilà. Donc, c'est une vision politique. Et tout ça, nous ne visons que l'intérêt général, pas l'intérêt personnel. Si c'était ça, je peux vous dire, en vous regardant dans les yeux, ma gloire, on peut payer les TikTokers aujourd'hui, les TikTokeuses pour m'insulter. Mais vous m'insultez. Dites à votre chef d'éviter de m'envoyer des gens pour venir me chercher, à me débaucher. Je ne suis pas débauchable. Ah bon? Ah oui, je ne suis, et il le sait, qui il a envoyé, il n'y a même pas 2 semaines ici. Un de ses ministres m'a appelé au téléphone. Il faut qu'il m'envoie. Parce que le chef a besoin de... Quel chef? Moi, je ne suis pas de ces gens-là. Et les gens ne doivent pas dire, oui, Makila n'a pas de position. Non. Vous devez savoir, Makila a été d'abord l'opposant de Kabila. Il a été avec Kabila après le dialogue. Je ne suis pas allé chercher Kabila la nuit. Non. Kabila, on s'est retrouvés autour du dialogue. J'ai décidé, après le dialogue, de travailler avec Kabila. C'est ma conviction personnelle. Et après le dialogue, vous pouvez travailler avec Félix Tshisekedi aussi. J'ai découvert l'homme. J'ai découvert l'homme. J'ai découvert l'homme. J'ai découvert sa sensibilité politique en ce qui concerne la nation. Et je me suis dit qu'on était trompé pendant tout ce temps parce qu'il y a eu trop de mensonges propagandistes sur Kabila. Et demain, s'il y a dialogue, vous pouvez travailler avec Félix Tshisekedi par la suite? Non. Le dialogue, les Congolais doivent éviter à ce que le dialogue soit toujours là pour distribuer les postes, pour se partager les postes. Ça, ce n'est pas un bon dialogue. Le vrai dialogue, c'est aller pour le Congo, discuter pour le Congo. Quel est l'avenir du Congo demain? Et si c'est pour le partage du pouvoir, je n'irai pas. Mais si c'est pour discuter comment on va aller aux élections, j'irai. Mais si c'est pour partager tel ira... Parce qu'après le partage du pouvoir, c'est quoi? C'est le débauchage. Vous devez respecter le président. Vous devez vous courber devant le président. Vous devez obéir au président. Vous devez commencer à courir pour vous mettre en rang parce que le président est en train de saluer les gens. Ça, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je garde la petite dignité que j'ai. Ça, je ne le ferai pas. Et je ne suis pas à la recherche d'emploi. Et évitez de m'envoyer les gens, M. Tshisekedi. Je n'ai pas envie. Et ça, je le dis devant le micro. Voilà. Et vous, les talibans, à qui s'ils donnent $10, $20, vous achetez des mégas pour m'insulter. Je m'appelle José Makila Soumanda. Moi, Nangbaka. Vous me voyez? Vous ne me verrez jamais chez vous. Comment voyez-vous le Congo en 2027-2028? Quel avenir pour ce pays? Je sais que Félix Tshisekedi va passer le flambeau à un nouveau président élu démocratiquement. C'est mon souhait. En gloire, je peux vous dire une chose. J'ai pris nuit et jour pour que rien n'arrive à Félix Tshisekedi. Vraiment, et ça j'ai pris mon Dieu, pour que rien ne lui arrive. Parce que cet homme devra passer devant le tribunal populaire. Il doit être jugé pour la haute trahison. Félix a fait beaucoup de mal. Je prie le bon Dieu que rien ne lui arrive, parce qu'il doit être jugé. Je prie le bon Dieu que rien n'arrive à Kabouya, parce que Kabouya sera poursuivi, parce que Kabouya a instauré la milice via son chef qui est le président de la République pour mater les Congolais. Kabouya, vous serez poursuivi. Pas par votre justice que vous avez la primauté là-dessus au Congo, mais la justice internationale existe. Kabouya, je vous dis, prenez ce jour, vous serez poursuivis, et vous, et votre président de la République. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Peut-être un dernier message à nos téléspectateurs, à tous les Congolais qui vous regardent. Mes compatriotes, prenez le courage, bravez la peur. Même ceux qui meurent aujourd'hui ne vont pas fermer le cimetière. Tout le monde y passera. Félix Tshisekedi, ce pays ne vous appartient pas. C'est notre pays, c'est un patrimoine commun à nous tous.
vous avez assez abusé de ce pays, mais ne commencez pas à tuer les Congolais, que ce soit à l'ouest comme à l'est. Vous jetez des bombes partout, à Minembwe, en pleine cité, vous jetez des bombes sur la population. À Kinshasa, les gens qui manifestent main nue, vous tirez sur eux, vous envoyez des badauds, même quelqu'un qui est déjà mort, vous commencez à le caillasser. C'est atroce, je n'ai jamais vu ça. Je me pose la question, s'il y a encore la justice dans ce pays, si le procureur général attend quoi pour ouvrir une enquête là-dessus? Qu'est-ce que le procureur général attend pour convoquer M. Kabouya, qui est le responsable numéro 1 aujourd'hui de l'UDPS, pour aller, parce qu'on connaît, ce sont tous les militants de l'UDPS qui s'appellent aujourd'hui Force de Progrès. Messieurs, il y a un temps pour tout. Rassurez-vous, moi je ne suis pas rancunier, je suis congolais. Félix Tshisekedi, président, vous êtes mon frère, mais vous devez être jugé. Merci. Monsieur Makila, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On espère vous retrouver très très prochainement dans ce numéro, dans un nouveau numéro plutôt de Décrypta. Merci beaucoup et dites à tous ces talibans-là, au lieu de m'insulter, qui viennent ici, dire le contraire de ce que je viens de dire. Ils sont les bienvenus. Merci beaucoup. Messieurs, dames, vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé ce programme, dites merci à Aurélien, dites merci à Marc, à SK. Merci à toute la grande équipe qui nous a accompagnés ce soir. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro. N'hésitez pas de vous abonner à Télé Chabat pour ne rien rater. Bye bye et à très vite.